Bonjour, je suis Dr Catherine Bouchard. Je viens aujourd'hui vous parler du sommeil. Dans les saines habitudes de vie, le sommeil est très certainement quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, on prend quelques minutes pour en parler ensemble. Est-ce que le sommeil serait une pause entre deux périodes d'éveil? Ben absolument pas. En fait, le sommeil, c'est la base de la santé et nous sommes la seule espèce au monde à restreindre notre sommeil à cause de notre mode de vie. En fait, notre mode de vie serait responsable d'une coupure d'à peu près 2 heures sur le sommeil qu'on aurait besoin. Le sommeil a plusieurs fonctions, hein? Fait que c'est pas juste un temps de pause, c'est vraiment un moment où il va y avoir plusieurs fonctions physiologiques qui vont être activées. Il y a plusieurs phases du sommeil qui vont s'alterner dans la nuit en plusieurs cycles et grosso modo, les cycles vont être un peu différents les uns des autres. Il va y avoir des phases où on va être en sommeil profond et ça, c'est un peu responsable du classement de l'information de la journée. Un peu comme si on va aller classer l'information qu'on a cumulée pendant notre journée d'éveil dans notre disque dur, en fait. On va aller faire une certaine sélection et on peut bien s'imaginer toute l'importance sur la mémoire. Le sommeil paradoxal qu'on appelle REM pour Rapid Eye Movement, hein, c'est le sommeil qui est plus léger dans lequel on va rêver. Celui-ci va être responsable de la régulation des émotions. On sait que pendant le sommeil, il y a tous les phénomènes de réparation musculaire. Il va y avoir aussi un système de nettoyage au niveau du cerveau qu'on appelle le système glymphatique qui est plus actif durant la nuit. Et toute la régulation des hormones, de l'insuline, l'hormone de croissance particulièrement importante pour la croissance des enfants, la tension artérielle, l'immunité. Alors, c'est toutes des choses là, qui nous rappellent que le sommeil, c'est quelque chose d'important et qu'il se passe beaucoup de choses pendant le sommeil qui sont cruciales pour notre santé. Alors, on sait que le sommeil varie au cours des différentes périodes de notre vie. Hein? Il y a un graphique ici qui démontre très bien. Puis, on se rappelle bien que les enfants dorment beaucoup plus, mais plus on avance en âge, le sommeil, la quantité de sommeil tourne plus autour de 7 à 9, 7 à 8 heures. Le manque de sommeil va être associé à toutes les causes de mortalité, donc c'est quand même non négligeable. On sait qu'un manque de sommeil, effectivement, ça peut augmenter les phénomènes de résistance à l'insuline, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, même les troubles cognitifs. On parlait du système d'organisation de la mémoire tantôt pendant le sommeil profond et aussi va affecter évidemment la sphère des émotions. Donc, les gens qui manquent de sommeil peuvent être plus à risque de faire des dépressions. Donc, pour bien comprendre, en fait, moi, j'aime bien expliquer comment ça se passe, le sommeil, comme ça, on comprend mieux quel est le rôle de nos actions. Donc, il y a deux forces qui vont réguler le sommeil, soit le cycle circadien, hein, le cycle de la journée, qui va être régulé par la mélatonine et le cortisol, et le système homéostatique, qui va être régulé par l'adénosine. Le cycle circadien, c'est un peu comme notre petite horloge interne. C'est un cycle de 24 heures qui vont réguler toutes les fonctions de notre organisme. Donc, notre corps va être bien ancré dans ce cycle-là. C'est pour ça que lorsqu'on voyage et qu'on change d'heure, lorsqu'il y a un décalage horaire, on a de la misère à retrouver notre cycle, notre digestion va être modifiée, notre sommeil est plus difficile. Et il y a deux hormones qui sont impliquées dans le cycle circadien, la mélatonine et la mélatonine, c'est une hormone très importante qui est sécrétée par la glande pinéale lorsque la luminosité diminue. On sait que le pic de la mélatonine va survenir vers à peu près 1 heure du matin et que les enfants vont avoir tendance à en sécréter plus, que les adolescents vont avoir une sécrétion plus tardive, donc d'où le fait qu'ils vont souvent avoir tendance à dormir plus tard et à se coucher plus tard aussi, et que l'inverse est vrai, lorsqu'on avance en âge, la sécrétion de la mélatonine va être un peu plus précoce, ce qui fait qu'on a souvent besoin de se coucher plus tôt. Ce n'est pas, on connaît la mélatonine pour les suppléments, ce n'est pas en soi un somnifère, mais c'est plutôt un messager qui va dire au cerveau que c'est l'heure de dormir et va faciliter notre endormissement en régulant toutes les fonctions de notre corps, comme la température, la fréquence de notre respiration.
Ce qui est important à comprendre au niveau de la mélatonine, c'est que le processus de sécrétion de mélatonine va commencer dans la journée lorsque nos yeux vont être exposés à la lumière du jour. Alors, c'est très intéressant de comprendre qu'il y a un lien avec notre exposition à la lumière du jour pour dire au corps que c'est le temps de commencer à préparer ce qui va se passer ce soir. D'où l'importance de s'exposer à la lumière du matin, de sortir dehors le matin. Ça peut être un outil très important pour aider la sécrétion de mélatonine. Et parallèlement aussi, lorsqu'on vous parle de faire attention aux écrans bleus, aux lumières bleues des écrans, c'est que cette lumière-là va aller comme freiner la sécrétion de la mélatonine. Donc, on fait attention à l'exposition aux lumières des écrans en soirée ou en fin d'après-midi. Il y a des gens qui sont très fragiles à ça et ça peut effectivement bloquer un peu la sécrétion de la mélatonine. Et c'est donc important de respecter un horaire et un cycle qui va favoriser tout ce fonctionnement-là. Le cortisol, c'est un peu notre hormone de stress qui est une super belle hormone. Hein? On en parle souvent à la négative, mais le cortisol, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir de la vigueur, de la vitalité. C'est ce qui nous permet de se réveiller le matin, qui va être sécrété le matin avant de nous lever. Fait qu'il va y avoir vraiment une augmentation du cortisol. Puis, un petit peu en après-midi. Comme je disais tantôt, le cortisol a souvent mauvaise cote, mais on n'aime pas que le cortisol soit sécrété de façon chronique comme par exemple lorsqu'on vit des stress chroniques. Par contre, c'est une hormone qui est très importante pour notre quotidien. Je disais aussi, on parlait du système circadien. Maintenant, il y a le système homéostatique c'est un peu comme on appelle la pression du sommeil. C'est, dans le fond, le responsable du système homéostatique, c'est un composant qu'on appelle l'adénosine, qui, je l'explique souvent comme un sac à dos. L'adénosine s'accumule pendant qu'on est réveillé, un peu comme si on accumulait une charge dans notre sac à dos, ce qui fait que notre sac à dos se remplirait dans la journée et le sommeil va permettre de vider notre sac à dos à un moment donné qui devient trop lourd. Et l'image du sac à dos, c'est qu'un peu lorsque le sac à dos devient très lourd, bien là, c'est là qu'on s'endort vraiment beaucoup puis qu'on a besoin de dormir. Et d'où l'importance d'aller vider complètement notre sac à dos, hein, d'aller dormir et libérer l'adénosine complètement afin de permettre de partir une nouvelle journée en pleine forme, le sac à dos léger, pour pouvoir qu'il se remplisse dans la journée et qu'on ait envie de dormir à nouveau le soir. Pourquoi qu'on parle d'adénosine? C'est en fait, le lien est très important à faire avec la caféine parce que la caféine va aller bloquer les récepteurs d'adénosine et donc on va moins ressentir la pression du sommeil. C'est comme si le sac à dos reste léger même s'il est bien plein. Et il faut faire attention parce que ça ne va pas vider notre sac à dos, hein, ça ne va pas libérer notre adénosine, ça va juste retarder le besoin de le faire. Alors, le café, c'est intéressant, mais en même temps, il ne faut pas non plus en prendre trop parce que vraiment, on a besoin de libérer complètement notre adénosine pour pouvoir avoir un sommeil qui est réparateur. Si on parle du sommeil, on ne peut pas passer à côté de parler de l'apnée du sommeil. Même plus d'un quart des adultes sont à risque élevé de souffrir d'apnée du sommeil. Et qu'est-ce que c'est l'apnée du sommeil? En fait, c'est un phénomène par lequel il y aura des pauses respiratoires ou une diminution de la respiration pendant la nuit qui va faire que notre sommeil ne sera pas réparateur. Il existe 3 types d'apnée, l'apnée centrale, l'apnée obstructive et l'apnée mixte, mais la plus fréquente qu'on va parler le plus souvent, c'est l'apnée obstructive qui va survenir lorsqu'il y a un affaissement des voies respiratoires pendant la nuit qui va faire que, dans le fond, la respiration se fait moins bien, il y a des arrêts, des pauses respiratoires et même des micro-éveils ou des éveils complets pour pouvoir rétablir la respiration. Lorsque le cerveau se rend compte que la respiration est arrêtée ou qu'elle est obstruée, bien là, il va réagir, mais ce qui va survenir, c'est que le corps ne peut pas tomber en sommeil profond et réparateur et ça prédispose à plusieurs problèmes de santé. Les symptômes qui sont à surveiller, c'est les ronflements, un sommeil agité et effectivement un sommeil qui serait non réparateur. Et à ce moment-là, si vous suspectez de faire l'apnée du sommeil, c'est bien d'en parler à un professionnel de la santé. Alors, on en parle à son médecin pour faire les investigations nécessaires et traiter cette condition.
Alors, j'aime bien que chaque capsule soit concrète. Alors, c'est bien beau de connaître la physiologie du sommeil, mais comment on fait pour bien dormir? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? J'aime bien dire à mes patients bien dormir, ça se prépare le jour. Puis, il faut mettre son sommeil il faut mettre un peu le sommeil à l'agenda. Donc, il faut bien planifier son sommeil. On parle d'avoir des belles routines. Puis, donc, pendant la journée, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour avoir le sommeil le plus réparateur possible quand la nuit va arriver. Donc, tout d'abord, on fait attention au café et aux stimulants. On parlait de l'adénosine tantôt. Donc, on essaie de limiter tout ce qui est breuvage caféiné et même le décaféiné peut contenir un peu de caféine. Donc, on évite en après-midi, on dirait de maximum à 2 heures l'après-midi. Là, après, on ne devrait pas prendre de café. On fait attention aux repas lourds en soirée ou avant de se coucher qui peuvent perturber le sommeil. Et même l'alcool, hein, on a l'impression que l'alcool aide à dormir, mais va diminuer beaucoup certaines phases du sommeil très réparatrices. Donc, l'alcool à éviter si on veut avoir un sommeil qui est réparateur. Attention à la consommation d'aliments très sucrés ou d'aliments transformés qui peuvent perturber aussi les fonctions du sommeil. L'exercice est bon en journée, mais l'exercice très intense, surtout en soirée, peut favoriser certains changements qui vont qui vont être moins propices finalement à avoir un bon sommeil réparateur. Des petits trucs, on va parler dans d'autres capsules de gestion du stress, mais vraiment axé sur une saine gestion du stress dans la journée. Donc, du bon stress, ça va, mais essayer d'équilibrer peut-être avec un peu d'exercice, la méditation, des techniques de respiration peuvent être très utiles. On disait tantôt que la mélatonine est sécrétée par le déclin de la lumière pour aider l'endormissement. Donc, on suggère de tamiser peut-être les lumières dans la maison en soirée, tranquillement, pas vite. Éviter aussi, on parlait des lumières bleues. Donc, idéalement, 90 minutes à 2 heures avant de dormir, de faire attention à l'exposition à ces lumières-là qui peuvent moduler la sécrétion de notre mélatonine. Il y a des filtres, là, je nomme le iPhone, mais dans ma diapositive, mais sur les téléphones, des fois, il y a des filtres de lumière bleue. Puis, j'ai mis un lien vers un site qui peut nous faire installer, dans le fond, on peut installer un filtre sur votre ordinateur qui est gratuit. Alors, voici 2 petits trucs d'aller vraiment diminuer les lumières bleues sur vos appareils, que ce soit l'ordinateur, les tablettes et même le téléviseur. Il existe des lunettes qui peuvent être des filtres ou dans vos lunettes, vous pouvez parler à votre opticien là, de faire ajouter là, un filtre de lumière bleue. C'est des choses qui peuvent être très intéressantes. On conseille de dormir dans le noir, dans le frais. Il faut qu'il fasse froid. On suggère une température là, qui va être entre 16 et 19 degrés Celsius dans la chambre. Donc, c'est frais. On a besoin de ça pour bien dormir. On suggère d'avoir un horaire stable de sommeil. Et il y a même certaines études très intéressantes qui ont démontré que de cultiver des pensées de gratitude, de penser ce à quoi on a de la gratitude dans notre vie, ça va amener le corps dans un état de détente et peuvent même favoriser le sommeil. Alors, c'est un bon petit truc à connaître. Évidemment, il y a des médicaments qui peuvent nous aider lorsqu'on n'y arrive pas. L'insomnie est le trouble de sommeil le plus fréquent et on sait que ça touche environ 30% de la population. Dans les choses très importantes ou très intéressantes à savoir, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent être améliorés beaucoup par la thérapie cognitivo-comportementale et c'est ce qu'on devrait faire, en fait, optimiser nos habitudes de vie, opter peut-être vers une thérapie cognitivo-comportementale pour le sommeil avant d'envisager de la médication. Effectivement, un traitement médicamenteux, il peut être prescrit, puis on le fait de façon régulière, mais en fait, ça devrait être vraiment un traitement d'appoint et idéalement, si on est capable, pour de courtes durées, puis en cas de besoin. Il y a des médicaments sous ordonnance qui peuvent être prescrits. Donc, grosso modo, les médicaments vont beaucoup agir sur 3 mécanismes d'action, soit le GABA, qui est un neurotransmetteur, l'histamine et l'orexine. Alors, on voit dans la diapositive, ici, j'ai mis les médicaments bien connus. Peut-être vous allez reconnaître certains que vous avez déjà utilisés ou que vous avez déjà entendu parler. Donc, selon leur mécanisme d'action, soit au niveau du GABA, de l'histamine et de l'orexine.
Et il y a des médicaments qui n'ont pas d'indication en insomnie, mais qui peuvent être quand même prescrits ou suggérés parce qu'ils vont créer de la somnolence et de la sédation. Donc, on a certains autres médicaments qui vont être notés, soit certains dans la catégorie des antidépresseurs, des antipsychotiques et des anticonvulsivants. Mais il faut faire attention parce que certains de ces médicaments-là viennent aussi avec des effets secondaires, alors, et même altérer aussi l'architecture du sommeil. Alors, c'est important d'en faire une bonne discussion avec le professionnel de la santé qui vous suit à ce niveau-là. Les produits naturels existent, bien sûr. On connaît très bien la mélatonine, on en a parlé de long en large. Donc, c'est très intéressant. C'est quand même un beau produit. Il n'y a pas de risque de dépendance ni de tolérance. C'est relativement bien toléré, très peu d'effets secondaires. C'est beaucoup pour les gens qui vont avoir des problèmes d'endormissement ou de maintien du sommeil. On se rappelle que c'est pour favoriser un bon sommeil, mais ce n'est pas en soi un somnifère. Et on suggère d'utiliser tout d'abord une petite dose, soit entre 1 à 3 mg. Et on peut finalement augmenter la dose ou, puis bien sûr, cesser si ça ne fonctionne pas après 2 à 4 semaines d'essai. Théoriquement, il y aurait peu d'interactions avec d'autres médicaments, mais on suggère quand même, à chaque fois qu'on prend un produit naturel, d'en discuter avec son médecin ou son pharmacien pour vraiment voir s'il y a certaines interactions. Et puis, il y a actuellement aussi d'autres options de produits de santé naturels qui sont disponibles sur le marché, qui sont très intéressantes, soit le GABA, la valériane, la passiflore, le magnésium, la lavande. Donc, toutes sortes de choses intéressantes qui peuvent être discutées avec le professionnel de la santé qui vous suit. Alors, je vous laisse aussi sur une lecture, un livre extraordinaire que j'ai beaucoup apprécié moi-même, qui s'appelle « Pourquoi nous dormons », écrit par le Dr. Matthew Walker. Si vous êtes passionné du sommeil et vous voulez en savoir plus, alors voici. Et pour terminer, je vous suggère de prendre soin de votre sommeil comme un soin que vous vous offrez et pas comme une obligation, parce que votre corps va vous en remercier.